Dans le creux des Alpes, niché si profondément que le soleil ne le saluait que quelques heures par jour, se trouvait le hameau de Rochemuette. C'est là que vivait Julien, un homme taillé dans le même bois que les arbres qu'il abattait. Sa vie était un cycle immuable, dicté par le lever et le coucher de l'astre, par la morsure du gel en hiver et le bourdonnement des insectes en été. Il ne connaissait que la forêt. Elle était à la fois sa cathédrale et son garde-manger. Chaque sentier lui était familier. Chaque craquement de branches était un mot dans un langage qu'il comprenait. Il vivait en harmonie avec cette nature sauvage, croyant à tort qu'il en était le maître, alors qu'il n'en était qu'un invité toléré. Ses journées se ressemblaient, marquées par le rythme lourd et régulier de sa hache. Au petit matin, il quittait sa cabane de pierre et de bois, la vapeur de son souffle se mêlant à la brume des montagnes. Il choisissait ses arbres avec un respect instinctif, ne prenant jamais plus que nécessaire, laissant les plus jeunes grandir et les plus anciens veiller. Le soir, il rentrait avec le bois qui le chaufferait et lui assurerait un maigre revenu. Ses muscles endoloris, mais son esprit en paix. Était une existence simple, une solitude choisie, loin du bruit et de la fureur du monde d'en bas. Il pensait que rien ne pourrait jamais troubler cet ordre, cette tranquillité durement gagnée au fil des saisons. Au cœur de son domaine forestier, cependant, se dressait un roi silencieux, le chêne des soupirs. Était un colosse végétal, si vieux que son écorce ressemblait à de la pierre ridée, et ses branches noueuses semblaient griffer les nuages. La légende locale, transmise à voix basse lors des veillées, affirmait que l'arbre était un gardien. On disait que ses racines s'enfonçaient jusqu'au monde des esprits, et que quiconque osait lui porter la main réveillerait une peine ancienne, une gardienne endormie. Personne à Rochemuette n'aurait jamais songé à y toucher. Était un monument de crainte et de respect, un pacte tacite entre les hommes et les forces invisibles qui habitent les lieux sauvages. Puis, un jour, un homme de la ville vint jusqu'à lui. Il portait des vêtements fins et parlait avec une éloquence qui sonnait faux dans le silence des montagnes. Était un négociant en bois rare, et ses yeux sas étaient posés sur le chêne des soupirs. Il fit à Julien une offre qui fit vaciller son monde. Une somme d'argent si considérable, qu'elle représentait plus que ce que sa famille avait gagné en plusieurs générations. La promesse d'une vie sans labeur, d'une maison chaude, et d'un estomac toujours plein. Les pièces d'or semblaient luire dans les paroles du négociant, un trésor maudit, qui promettait le paradis tout en pavant la route de l'enfer. La convoitise est un poison lent. Durant les jours qui suivirent, Julien ne put chasser la proposition de son esprit. Le son de sa hache lui semblait moins noble, le poids du bois plus lourd, et le froid de sa cabane plus mordant. La sagesse des anciens, les avertissements de ses aïeux, tout cela s'effaçait devant l'âle, éclat de la fortune promise. Il se persuada que ce N était qu'un arbre, du bois mort en devenir, et que les vieilles histoires N étaient que des fables pour effrayer les enfants. La cupidité lui murmura à l'oreille, étouffant la petite voix de la prudence qui lui criait de ne pas commettre l'irréparable. Il avait fait son choix, scellant son destin sans même s'en rendre compte. Au crépuscule, alors que le ciel saignait de couleurs orangées et pourpres, Julien se tint devant le chêne des soupirs. La hache semblait peser une tonne dans ses mains moites. La forêt autour de lui était étrangement silencieuse, comme si tous ses habitants retenaient leur souffle. Il ferma les yeux, chassa les doutes, et abattit la lame sur le tronc ancestral. Le premier coup ne produisit pas le son clair et franc du bois qui cède. Il résonna de manière sourde, anormale, comme si la hache avait frappé de la chair. À cet instant précis, un silence surnaturel tomba sur la montagne. Plus un chant d'oiseaux, plus un bruissement de feuilles. Un silence de tombeau. Avec une frénésie née de la peur, il frappa encore et encore, jusqu'à ce que le géant millénaire pousse un long gémissement de bois torturé et s'effondre dans un fracas cataclysmique. La terre ne trembla pas comme elle aurait dû. Ce fut une secousse différente, une sorte de frisson qui parcourut le sol sous ses pieds, comme si la montagne elle-même venait de tressaillir de douleur et de colère. Julien, le souffle court, resta immobile dans la pénombre grandissante, la sueur froide perlant sur son front. Il avait gagné son argent, mais il sentait, avec une certitude glaciale, qu'il venait de perdre quelque chose d'infiniment plus précieux. Il sentit un regard posé sur lui, bien qu'il fût absolument seul. Cette nuit-là, de retour dans la sécurité supposée de sa cabane, Julien tenta de trouver le sommeil. Le feu crépitait dans l'âtre, mais la chaleur ne semblait pas atteindre ses os. Alors qu'il glissait dans un état de demi-conscience, il entendit un son qui le glaça jusqu'à la moelle. Un murmure léger, presque inaudible, qui semblait venir de l'extérieur,
juste à côté de sa fenêtre. C'est était comme une prière, mais les mots étaient indistincts, marmonnés à l'envers. Il se redressa d'un bond, le cœur battant à tout rompre. Il se précipita à la fenêtre, mais ne vit que la nuit noire et les arbres immobiles. Ce n'est que le vent dans les sapins, se dit-il. Mais au fond de lui il savait que ce N était pas le vent. Il avait entendu quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde. La nuit suivante, le murmure revint. Mais il N était plus à l'extérieur. Il semblait naître des coins sombres de la cabane elle-même, un chuchotement sec et persistant comme le froissement de feuilles mortes. Julien alluma une bougie, ses mains tremblantes projetant des ombres gigantesques et dansantes sur les murs de bois. Il se répétait que la fatigue et la culpabilité jouaient avec son esprit, que le vent des cimes était connu pour ses chants étranges. Pourtant, un froid anormal s'infiltrait par les interstices du plancher, un gel qui n'avait rien à voir avec la météo. Ce N n'était pas un froid qui glaçait la peau, mais un froid qui semblait s'attaquer directement à l'iel, âme, la vidant de toute chaleur et de tout espoir. Il passa la nuit assis sur une chaise, sa hache posée sur ses genoux, écoutant le silence entre les murmures. Il comprit alors qu'il était plus seul dans sa propre maison. Avec le passage des jours, la peur de Julien se mua en une paranoïa constante. Les phénomènes gagnaient en audace et en clarté. Le chuchotement N était plus un simple son indistinct. Il prenait la forme de mots, une litanie gutturale prononcée à l'envers, une prière blasphématoire qui semblait se moquer de tout ce qui était sacré. Durant la journée, dans la lumière crue du soleil, il se sentait observé. Chaque craquement de branches dans la forêt, chaque ombre portée par un nuage fugace, lui faisait tourner la tête brusquement. Mais la véritable terreur commençait au crépuscule. Des silhouettes fugaces dansaient à la périphérie de sa vision, des formes sombres et élancées, qui se dissipaient dès qu'il essayait de les fixer. Il se sentait piégé, car ces manifestations ne se produisaient que lorsqu'il était absolument seul, le coupant du monde et le murant dans une prison de peur invisible. La présence oppressive devint bientôt tangible. Ce N était plus seulement des sons ou des visions fugaces, mais une force qui agissait sur son environnement. Ses outils, solidement accrochés au mur depuis des années, se mettaient à teinter doucement, sans raison, comme si une main invisible les effleurait. Un soir, alors qu'il fixait les flammes de l'aile, âtre pour y trouver un semblant de réconfort, le feu crépita violemment avant de éteindre d'un coup, comme si on l'avait étouffé, le plongeant dans une obscurité glaciale et totale. L'air devint lourd, épais, chargé d'une odeur de terre humide et de racines pourries. Julien sentait le poids de cette présence sur sa poitrine, une pression qui lui coupait le souffle et lui martelait les tempes. Sa cabane, autrefois son unique refuge contre la dureté du monde, était devenue sa cage, et il savait qu'il était enfermé avec quelque chose. La semaine s'acheva dans une apothéose de terreur qui brisa les dernières bribes de sa rationalité. Alors qu'il se forçait à manger un morceau de pain rassis, il l'aperçut. Ce N était plus une ombre fuyante, mais une silhouette clairement définie dans le coin de la pièce. Une femme, grande et voûtée, vêtue de haillons sombres qui semblaient absorber la lumière. Son visage était caché dans l'ombre, mais il pouvait sentir son regard fixé sur lui, un regard d'une tristesse et d'une malveillance infinie. Pris d'une panique aveugle, Julien se retourna complètement, brandissant le couteau qu'il tenait. La silhouette avait disparu. Mais à sa place, sur le plancher de bois, une tache de gel était formée, et l'air était imprégné d'un silence si profond qu'il en devenait assourdissant. Il savait maintenant, ce N était ni le vent, ni la folie. C était réel, et C était venu pour lui. Au bout d'une semaine sans sommeil, rongé par une terreur qui lui dévorait l'esprit autant que le corps, Julien N était plus que l'ombre de lui-même. La force qui lui permettait de fendre les troncs les plus robustes l'avait quitté, remplacé par un tremblement incessant. Il savait, avec une certitude qui ne venait pas de la raison mais de l'instinct, qu'il ne pouvait affronter seul ce qui le tourmentait. Il n'y avait qu'une seule personne dans tout le hameau qui pouvait comprendre. Une seule âme qui vivait encore en contact avec le vieux monde et ses lois oubliées. La mère Madeleine. Son nom était un murmure, une légende en soi. Rassemblant le peu de courage qui lui restait, il quitta sa cabane maudite et entreprit le chemin vers la demeure isolée de l'aîné, chaque pas une prière silencieuse pour un salut qu'il ne méritait plus. Il la trouva assise près de son foyer, le visage un parchemin de rides, où se lisait l'histoire de la montagne. L'air de sa petite maison sentait la cire d'abeille, les herbes séchées et la fumée de bois, une odeur de temps immémorial. D'une voix brisée, Julien lui raconta tout.
L'abattage du chêne des soupirs, le silence surnaturel, puis les nuits de cauchemar. Il décrivit le froid qui, était pas de ce monde, les chuchotements qui tordaient les mots sacrés en une litanie blasphématoire, et la silhouette de femme, cette présence sombre dont le simple souvenir lui glaçait le sang. Madeleine Lel écouta sans un mot, ses yeux noirs et perçants ne le quittant jamais, semblant sonder les profondeurs de son âme, pour y voir la tache laissée par sa transgression. Quand il eut fini, le silence dans la pièce était plus lourd que toutes les forêts des Alpes. Le visage de la vieille femme se durcit, non pas de surprise, mais d'une grave et terrible certitude. « Imbécile, souffla-t-elle, sa voix crépitant comme les braises dans l'orle âtre. Tu as cru abattre un arbre, mais tu as brisé une serrure aussi vieille que ces montagnes. Tu as réveillé la femme qui prie à l'envers. » Elle lui expliqua que l'entité N était pas un fantôme, mais un esprit gardien, une âme ancienne liée à la majesté du chêne. La cupidité de Julien, cet acte de pure profanation, avait corrompu son essence. Sa tristesse millénaire, était muée en une malveillance infinie, sa prière protectrice en une malédiction qui cherchait à tout souiller. Hélène était plus une gardienne, mais une geôlière, et Julien était son premier prisonnier. Madeleine se pencha en avant, son regard ne lui offrant aucun réconfort, seulement la froide clarté de la vérité. Cette chose ne veut pas ton sang. La mort serait une pitié qu'elle ne t'accordera pas. Elle veut ce qu'il y a à l'intérieur. Elle veut ta bouche pour y cracher ses blasphèmes, tes poumons pour y souffler son froid, ton âme pour en faire sa cathédrale de désespoir. Chaque mot de la vieille femme était un clou enfoncé dans le cercueil de l'ignorance de Julien. Il comprenait maintenant la nature de la menace. Ce N n'était pas une simple hantise destinée à l'effrayer, mais une possession lente, une conquête spirituelle. Les murmures N n'étaient pas des menaces, mais des leçons. La créature essayait de lui apprendre sa propre langue impie, pour qu'il puisse prier avec elle, pour elle, éternité. Pourtant, dans cet abîme de terreur, la vieille femme laissa entrevoir une lueur. Mais même les plus anciennes peines obéissent à d'anciennes lois, déclara-t-elle, sa voix reprenant une once de fermeté. Elle se nourrit de ta peur et du désordre qu'elle installe dans ton esprit. Pour la combattre, tu ne dois pas utiliser la force de tes bras, mais la force des symboles. Il existe une défense, un rituel que les hommes, comme toi, ont oublié au profit de l'or et de l'acier, mais que la terre, elle, n'oublie jamais. Elle se leva, ses mouvements lents et délibérés, se dirigeant vers une vieille armoire en bois sombre. « Écoute-moi attentivement, bûcheron. Ta pénitence commence maintenant, et la moindre erreur te coûtera bien plus que la vie. » Julien retourna à sa cabane comme un soldat retourne sur un champ de bataille qu'il a déjà perdu. Le soleil couchant peignait les sommets de teintes sanglantes, un présage qu'il ne pouvait ignorer. Il ne s'agissait plus de subir mais d'agir. Les paroles de la mère Madeleine résonnaient dans son esprit, un bouclier fragile contre la terreur qui l'attendait. Il barricada la porte, non pour empêcher la chose d'entrer, car il savait qu'elle était déjà là, mais pour se barricader lui-même avec son courage. Il s'assit sur une chaise au centre de la pièce, le regard fixé sur le vide, attendant que la nuit tombe et que son jugement commence. Chaque craquement du bois de la cabane était un compte à rebours vers l'affrontement. L'obscurité tomba comme un linceul, et avec elle, le froid. Ce N était plus une simple morsure hivernale, mais une absence totale de chaleur, un vide qui aspirait la vie de l'air. Puis, la prière commença. N était plus un murmure aux confins de l'ouïe. Cette fois, elle naissait directement dans son crâne, chaque syllabe inversée se formant dans ses pensées comme si étaient les siennes. La voix était intime, persuasive, une mélodie impie qui promettait de défaire les nœuds de la réalité. Julien sentit son esprit commencer à glisser, à se laisser bercer par cette logique tordue. La femme qui prie à l'envers Sui était plus à sa porte. Elle était en lui, frappant aux portes de son âme. Les mots impies N étaient plus seulement des sons, ils tissaient des images dans son esprit. Il vit des forêts où les arbres poussaient vers le bas, des rivières qui remontaient à leur source, et des étoiles qui tombaient comme de la pluie noire. La voix lui offrait la clé de ces mystères, une compréhension de l'univers à l'envers, un pouvoir né du blasphème. C était une tentation plus insidieuse que l'or du négociant, car elle ne visait pas sa cupidité, mais sa raison. Julien sentit une curiosité morbide l'envahir, le désir de comprendre, de écouter encore un peu. Il savait que s'il cédait à cette séduction ne serait-ce qu'un instant il serait perdu pour toujours,
son esprit devenant un écho pour cette prière maudite. Se souvenant de l'avertissement de la vieille femme, il rassembla le peu de volonté qui lui restait. Mortois le pousse jusqu'à sentir le goût du sang. Avec un cri étouffé, il porta sa main à sa bouche et enfonça ses dents dans la chair de son pouce. Une douleur fulgurante et pure traversa son bras. Un éclair de réalité dans le cauchemar psychique qui l'enveloppait. Le goût métallique et chaud du sang explosa sur sa langue, une saveur terrestre, vivante, qui brisa net la mélodie impie dans sa tête. La prière vacilla, se changeant en un sifflement de frustration. Il était de nouveau ancré à ce monde, la douleur étant sa chaîne et son salut. La réaction de l'entité fut immédiate et violente. La séduction laissa place à une rage pure. Un vent glacial et furieux balaya l'intérieur de la cabane, bien que tout fût clos. Les outils sur les murs s'entrechoquèrent dans une cacophonie métallique assourdissante, et la petite table en bois fut projetée contre le mur, se brisant en 1000 morceaux. La voix dans sa tête haine était plus une prière, mais un hurlement silencieux, une vague de malveillance qui le frappait de plein fouet, cherchant à le submerger de peur brute. Elle ne cherchait plus à le convaincre, mais à le briser. Julien sentait son cœur battre à se rompre, mais il s'accrochait à la douleur de son pouce comme un naufragé à une épave. Au milieu de cette tempête invisible, il devait accomplir le deuxième acte. « Retire ta veste et mets-la à l'envers !» Ses mains tremblaient si fort qu'il peinait à défaire les boutons de sa lourde veste de bûcheron. Le vent spectral semblait vouloir la lui arracher des mains. Chaque seconde était une éternité. Enfin il parvint à l'ôter et, dans un geste maladroit et désespéré, la retourna, les coutures désormais visibles, et la remit sur ses épaules. C'était un acte simple, presque enfantin, mais dans ce contexte, il était chargé d'une puissance ancestrale. Il sentit immédiatement un changement. Le chaos ne cessa pas, mais il sembla perdre sa direction, comme si l'entité, aveuglée par ce symbole de confusion, ne parvenait plus à le viser directement. Il ne restait plus que la dernière étape, la plus difficile. Il devait parler, donner une voix à la vieille comptine. Enfin, récite la vieille comptine. D'une voix ferme, sans trembler. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Sa gorge, nouée par la terreur. La voix dans sa tête revint, plus forte, crachant des insultes dans une langue qui n'avait jamais été parlée par des hommes, essayant de le noyer sous un flot de désespoir. Elle lui montra des visions de sa propre tombe, de son corps se décomposant sous la terre froide. Elle lui murmura qu'il était seul, oublié des hommes et de Dieu. Il sentit ses genoux fléchir, sa résolution s'effriter comme de la vieille pierre. C'est alors qu'une image lui vint à l'esprit, le visage grave de la mère Madeleine, les visages de ses ancêtres qui avaient vécu et été morts sur cette même terre, respectueux de ses lois. Hélène était pas seul. Il était le dernier maillon d'une chaîne de savoir. Puisant dans cette force inattendue, il inspira profondément, le sang sur ses lèvres, lui rappelant ce qui était en jeu. D'une voix rauque, brisée, mais qui gagna en puissance à chaque mot, il commença à réciter. Esprit tordu, âme égarée, le vent dans la cabane redoubla de fureur, comme pour étouffer ses paroles, mais il continua, s'accrochant à chaque syllabe comme à une bouée de sauvetage. Il projeta les derniers mots dans un cri qui déchira ses poumons. « Cette maison n'est pas la tienne !» Au moment où le dernier mot quitta ses lèvres, ce ne fut pas une explosion, mais une implosion. Le vent s'arrêta net, le bruit cessa, le froid surnaturel se retira de la pièce en un instant, comme une marée se retirant à une vitesse impossible. Un silence absolu et profond tomba sur la cabane, un silence qui était pas menaçant, mais simplement vide. La présence était partie. Julien s'effondra sur le sol, le corps secoué de tremblements incontrôlables, le goût du sang dans la bouche. Il était seul. Il avait survécu. Mais il savait, avec une certitude glaciale, que la chose qu'il avait affrontée, haine, n'était pas vaincue, seulement repoussée. Julien resta prostré sur le plancher, pendant ce qui lui parut une éternité, le corps secoué de spasmes incontrôlables. Le silence qui avait suivi le départ de l'entité était plus profond que n'importe quel silence qu'il avait connu. Ce haine n'était pas la paix, mais un vide absolu, l'absence glaçante de la présence qui l'avait tourmenté. Il n'osa pas bouger, à peine respirer, craignant que le moindre son ne la rappelle des abîmes. Il attendit, les muscles endoloris, le goût âcre de son propre sang emplissant sa bouche. Ce n'est que lorsque les premiers rayons blafards de l'aube se glissèrent à travers les fentes des volets, qu'il sentit une partie de la tension le quitter. La lumière n'apportait aucune chaleur, mais elle était une promesse. La promesse que la nuit était terminée, et qu'il avait, d'une manière ou d'une autre, survécu à son jugement.
Quand le soleil fut assez haut pour inonder la cabane d'une lumière franche, Julien se hissa péniblement sur ses pieds. Ses jambes étaient faibles, comme celles d'un vieillard. Il se dirigea vers le petit miroir terni accroché au mur, et le souffle lui manqua. L'homme qui le regardait n'était plus lui. Ses joues étaient creuses, sa peau cireuse, et des rides profondes, gravées par la peur, sillonnaient son front. Mais le plus grand choc fut ses cheveux. La masse autrefois noire et épaisse était maintenant striée de larges mèches d'un blanc pur, comme si la neige de janvier s'était abattue sur sa tête en une seule nuit. Son regard, surtout, avait changé. Il était vide et lointain, fixé sur un point invisible derrière son propre reflet, le regard d'un homme qui a vu de l'autre côté du voile, et ne pourra jamais l'oublier. Il sortit de la cabane, clignant des yeux sous l'aile, éclat du matin. La forêt semblait la même. Les oiseaux chantaient, une brise légère faisait frissonner les feuilles des bouleaux. Le monde continuait, ignorant le drame qui, était joué entre ces quatre murs. Mais pour Julien, tout était différent. Chaque ombre semblait plus profonde. Chaque craquement de brindilles sous ses pieds résonnait comme une menace. Il posa son regard sur la souche béante du chêne des soupirs, une cicatrice dans le paysage qui faisait écho à celle de son âme. Il avait appris sa leçon de la manière la plus brutale qui soit. La cupidité lui avait coûté sa jeunesse, sa paix et son innocence. Il était en vie, oui, mais une partie de lui était morte cette nuit-là, enterrée sous les racines de l'arbre, qu'il n'aurait jamais dû abattre. Julien n'a jamais retrouvé la paix, et son histoire est devenue une cicatrice sur le visage de la montagne, un conte que l'on se murmure lorsque le vent souffle trop fort. Écoutez bien, car ce n'est pas seulement son histoire, mais une leçon écrite avec le froid et la peur. Comprenez que certaines choses dans ce monde, qu'il s'agisse d'un arbre noueux ou d'une pierre moussue, ne sont pas simplement vieilles. Elles sont des portes, des serrures, sur des temps immémoriaux. La convoitise est la clé qui les ouvre. Julien a entendu le tintement de l'or, et a été assourdi au murmure de la terre. Il a vu du bois à vendre, là où se tenait un gardien. Voilà la première règle de survie dans les lieux sauvages. Votre respect est un bouclier plus solide que n'importe quel mur. La femme qui prie à l'envers n'est pas un spectre assoiffé de sang. Sa faim est plus profonde, plus terrible. Elle est attirée par le vide laissé par une transgression. Par elle, écho d'un pacte brisé. Sa prière inversée n'est pas une menace, mais une invitation. Elle cherche à défaire les coutures de votre esprit, à vous apprendre sa logique tordue à ce que votre propre bouche devienne son église et que votre âme soit son autel de désespoir. C'est pourquoi la douleur est votre premier salut. Le goût de votre propre sang est un rappel brutal et sacré que vous appartenez à ce monde, le monde du soleil et de la terre, et non à son royaume de murmures et d'ombres froides. C'est une ancre dans la tempête de la folie. Sachez enfin que face à de telles forces anciennes, la force brute est inutile. Votre seule arme est le symbole, votre seule défense est le savoir des aïeux. Un vêtement mis à l'envers n'est pas un simple tissu, c'est un miroir, qui renvoie la confusion, à celui qui cherche à vous la donner. Une simple comptine, prononcée avec la conviction de celui qui se noie, devient une parole de pouvoir, un sceau qui réaffirme l'ordre naturel des choses. La femme qui prie à l'envers n'a pas été vaincue. Elle a été repoussée. Elle attend, tapie dans le silence des lieux profanés, à l'aile, écoute. Elle attend le son d'une hache frappant, là où elle ne le devrait pas. Assurez-vous que ce ne soit jamais la vôtre.